Dans ce podcast, nous allons aborder des sujets liés au sport automobile et à la consommation d'alcool. Il me semble important de rappeler que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé et qu'il est à consommer avec modération. Par ailleurs, l'ensemble des activations dont nous allons parler se passe en dehors de la France. Je vous laisse maintenant découvrir cet épisode inédit. La F1, c'est pas seulement un sport aujourd'hui, c'est un phénomène culturel global. On a à peu près une 60aine de Jéroboam gardés dans nos archives pour l'histoire et l'amour du lien entre Moët-et-Chandon et la Formule 1. On a tendance à opposer l'artisanat et la haute technologie. Tu vois Isaac Hadjar qui écoute son rap, Lewis Hamilton qui envoie ses derniers messages, Charles Leclerc qui prépare sa combi toute seule sur un Grand Prix. Les décisions, elles doivent être sharp et tu dois vraiment avoir confiance en toi. Aujourd'hui, je reçois Carla Brevet-Leleter. Après 5 années chez LVMH à accompagner l'essor d'Eminente, la marque de rhum cubain du groupe, Carla a rejoint le programme Formula One de Moët & Cie. Elle pilote aujourd'hui la coordination globale des maisons de vins et spiritueux de LVMH en F1, un rôle transversal et exigeant au cœur de l'un des partenariats les plus stratégiques et les plus désirables du luxe cette année. Bonjour Carla, bienvenue dans le Prisme du Luxe. Bonjour Solange, merci beaucoup de me recevoir. Je suis ravie d'être là aujourd'hui pour aborder ce sujet passionnant et vaste qui est la Formule 1 dans le cadre du partenariat avec Moët & Cie. Tu vas nous expliquer un petit peu d'où te vient cette passion, ton parcours. Et donc justement, est-ce que pour mieux te connaître, tu pourrais te présenter, nous expliquer un petit peu comment est-ce que tu es arrivé à ce poste et puis nous pitcher ton métier. J'aime bien demander ça à mes invités, qui nous pitchent rapidement leur métier pour que ça donne envie, qu'on comprenne bien ton périmètre et ce que suppose ton rôle aujourd'hui. Bien sûr, avec grand plaisir. Je m'appelle Carla, j'ai 30 ans. Je suis diplômée de Neoma à Reims en marketing et management des vins et spiritueux. Et je travaille chez Moët & Cie depuis toujours, en fait. Je suis ce qu'on appelle un bébé Moët & Cie. J'ai commencé très jeune pendant mes études. J'étais au contact du produit et du consommateur parce que j'étais vendeuse dans la boutique Moët-et-Chandon à Épernay et guide bilingue dans les caves du Champagne Mercier tous les week-ends et tous les jours fériés. Et c'était passionnant parce que plonger dans le savoir-faire, dans l'histoire et la rencontre avec les visiteurs qui étaient toujours très sympathiques. Et ensuite, j'ai fait différents stages en marketing cette fois-ci au sein de Moët-et-Chandon, de nouveau, au siège international et ensuite sur le marché français. Et c'est juste après ça que j'ai eu mon premier CDI et je suis restée 5 ans au sein d'Eminente à participer vraiment au lancement de la marque puisque je suis arrivée 1 an avant son lancement. Eminente, c'est le rhum cubain du groupe. C'est vraiment une création au sein de LVMH, toujours chez Moët & Cie bien sûr, mais c'est vraiment une création de A à Z. Ce n'est pas un rachat de marque. C'est une aventure intrapreneuriale qui m'a énormément appris et qui m'a apporté beaucoup de choses parce que, étant une très petite équipe, j'ai pu toucher à l'image de marque, au contenu, développement produit, réseaux sociaux, hospitalité, relations publiques, influence. Je pourrais continuer très longtemps, mais c'était globalement très créatif et très terrain. Et puis, en mars de cette année, en mars 2025, j'ai changé de vie professionnelle complètement. Je suis devenue Formula One Manager chez Moët & Cie, comme tu l'as souligné. Et évidemment, je reste dans le luxe, mais j'ai vraiment changé de métier. Donc, concrètement, mon rôle aujourd'hui, c'est d'orchestrer le partenariat entre Moët & Cie et la Formule 1. C'est un partenariat qui a été signé pour 10 ans, pour ceux qui ne savent pas. Donc, on vient de terminer la première année, puisque hier, Lando Norris est devenu champion du monde. Et c'est un partenariat qui a pour ambition de réunir l'excellence de nos maisons et l'univers de la Formule 1. Voilà. Mais je te remercie, c'était très clair. Et puis surtout, on l'a pas précisé, mais tu connais très bien Pierre Alban, que j'ai déjà interviewé dans le podcast, avec lequel tu as participé à la construction, à la création d'Eminente. Donc si vous avez envie d'en savoir plus sur les secrets, les coulisses de la création de la maison Eminente, je vous invite à écouter le podcast avec Pierre Alban du Clairoir, qui est aujourd'hui DG des chocolats de Yannick Aleno. Tu as terminé ton pitch de métier sur le fait que Moët & Cie ait investi le territoire de la F1 il y a un petit peu moins d'1 an. Pourquoi est-ce que Moët & Cie a fait ce choix d'investir dans la F1 en particulier ? Qu'est-ce qui fait de ce sport un territoire naturel pour les marques de vins et spiritueux du groupe ? Alors, il y a plusieurs raisons pour lesquelles Moët & Cie investit aujourd'hui dans la F1 et je pense que la plus importante, c'est que la F1 est devenue, ces dernières années, notamment après Netflix, l'une des plateformes
culturelles les plus importantes au monde aujourd'hui. On parle quand même d'un sport qui rassemble 830 millions de fans, qui a généré 1,6 milliard de téléspectateurs cumulés en 2024. J'attends impatiemment les chiffres de 2025. La Formule 1, c'est pas seulement un sport aujourd'hui, c'est vraiment un spectacle, un média, un phénomène culturel global qui rassemble des centaines de millions de fans. C'est très international, avec des personnes très engagées. C'est très aspirant comme milieu. J'ai parlé des téléspectateurs, mais il y a aussi une communauté sur les réseaux sociaux. Si on combine les 2 réseaux sociaux principaux aujourd'hui, c'est 53 millions de followers. Donc quand on regarde ce que la Formule 1 incarne, là maintenant je parle en termes de valeur, mais c'est l'innovation, l'excellence, la performance, esprit d'équipe, dépassement, des choses qui parlent beaucoup à l'ADN de Moët Hennessy, parce qu'on défend les mêmes valeurs, je tiens à le préciser. On fait des produits d'exception. Et on fabrique aussi quelque chose de très intangible, c'est des émotions, des moments de partage, des moments de célébration qui sont très importants dans la Formule 1. Et en fait, c'est un peu un alignement des planètes dans l'univers de la performance sportive et celui de l'art de vivre. Et j'aimerais aussi préciser que c'est un nouveau partenariat, mais qu'en fait, Moët Hennessy est lié à la Formule 1 depuis très longtemps, puisque Moët et Chandon, le champagne, a été le champagne des podiums de Formule 1 pendant très très longtemps. Ça a commencé en 1950, quand à l'époque, Juan Manuel Fangio a gagné le Grand Prix de France qui se situait à Reims. Et c'est pour ça que Frédéric Chandon de Briaille lui a donné une bouteille de Moët et Chandon pour célébrer sa victoire. Et en fait, ça a été le premier tampon de l'histoire de Moët et Chandon dans la Formule 1, qui après est resté le champagne des podiums. Oui, c'est iconique. Ouais, c'est iconique. Le champagne Moët et Chandon sur les podiums, c'est l'image que tout le monde a de la F1. Si on parle de vin et spiritueux et F1, on a tous cette image-là en tête. C'est sûr. Et il n'y a pas eu que Moët et Chandon, c'est ça qui est intéressant, c'est que en 2015, il y a Chandon qui était le pétillant des podiums. En 2023, quand il y a eu le premier Grand Prix de Las Vegas, Volcan de Mitiera, la tequila du groupe, était partenaire. Et aujourd'hui, on revient en force en 2025, mais voilà, c'est une histoire qui dure depuis très longtemps. Donc en fait, c'est un peu revenir aux sources, mais dans un monde complètement différent aujourd'hui, des années 50 ou des années 90, vraiment, tout a changé. Donc aujourd'hui, c'est vraiment autour de l'innovation, de l'histoire et d'une plateforme culturelle que Moët Hennessy vient s'insérer dans la F1. D'accord. Et justement, comme tu parlais de valeurs et d'univers, comment est-ce que vous conciliez cet univers ultra technologique, ultra rapide, sous tension, qu'est l'univers de la F1, avec tout le goût et le besoin de temps long qu'on connaît à l'excellence de l'artisanat de LVMH, tout le temps long qu'on connaît à l'héritage des maisons de ce groupe? Comment vous arrivez à faire le juste équilibre? Ce qui est super intéressant dans ta question, c'est qu'on a tendance à opposer aujourd'hui l'artisanat et la haute technologie. Comme si l'un appartenait au passé, l'autre au futur et que ça pouvait pas être concilié. Sauf que pour nous, c'est vraiment 2 univers qui reposent en fait sur la même chose, la quête d'excellence. Et dans nos maisons, on passe des années, c'est sûr, à vinifier, on passe des années à maîtriser un savoir-faire, même un geste ou une matière, dans cette recherche de perfection du produit. Et dans la F1, c'est exactement la même philosophie. C'est l'obsession du détail, la rigueur extrême. Une vis peut tout changer dans la F1. Donc c'est vraiment une volonté des 2 côtés d'aller au-delà des limites établies. Et en fait, on fait dialoguer ces 2 mondes. C'est notre rôle, c'est de faire en sorte que performance, précision et émotion soient aussi vraies dans la F1 qu'avec Moët Hennessy. Nous, c'est sûr, ce sera une recherche de perfection dans d'autres choses, la perfection du service. Par exemple, il y a un traiteur global qui s'occupe de tout le service traiteur dans la Formule 1. Donc c'est toujours la même entreprise qui s'en occupe partout dans le monde. Et donc, ce sont toujours les mêmes personnes qui reviennent à chaque Grand Prix et qui vont servir les invités avec modération, bien sûr, mais avec nos produits, du champagne, du rosé, etc. Et nous, notre rôle, c'est vraiment d'aller chercher la perfection dans le service. Donc, plutôt que de proposer un verre de champagne, on va proposer un verre de Moët et Chandon. Plutôt que de proposer un verre de rosé, on va proposer un verre de Whispering Angel. Donc, c'est vraiment dans cette recherche d'adaptation de nos produits dans le monde de la F1 qu'on va s'ancrer tous les 2 dans cette recherche de performance dans un sens. Ouais, c'est hyper intéressant que tu expliques l'artisanat comme quelque chose qui, oui, est un temps long, mais a surtout ce goût de la précision et de l'excellence, parce que
Effectivement, on oublie que derrière un Grand Prix et derrière ces quelques heures qui passent très très vite, il y a en fait des mois, voire des années d'innovation pour arriver à ces moteurs-là, qu'il y a plein de voitures qui ont terminé dans le mur aussi malheureusement. Donc, et qu'en fait tout ça, ce sont des tests et c'est un peu comme les tests qu'on peut faire quand on vinifie, quand on teste de nouveaux assemblages. En fait, il y a énormément de parallèles à faire, quoi. Exactement. Et alors, tu parlais tout à l'heure du rosé, de la tequila. Donc, tu gères aujourd'hui, il me semble, un portefeuille de 7 maisons. Oui. 7 maisons dans un seul univers comme la F1, aussi vaste soit-il, nous sommes d'accord. Comment ne pas créer de cannibalisation ? Comment est-ce que vous vous répartissez les territoires d'expression ? C'est une très bonne question. D'ailleurs, avant d'y répondre en détail, je tiens à préciser que je ne fais pas ça toute seule, qu'on pourrait croire que derrière un partenariat mondial comme celui-ci, il y a toute une armée. Mais en fait, il y a une toute petite équipe très engagée de 2 personnes qui se repose sur une constellation de talents au sein de Moët Hennessy et au sein des maisons. Mais je tiens vraiment à parler de la personne qui a fait en sorte que ce contrat soit signé. C'est Vincent Borjon-Privé. C'est grâce à lui. C'est aujourd'hui le directeur des partenariats sportifs de Moët Hennessy, mais il a travaillé dans l'ombre pendant 2 ans pour que ce contrat existe. Et donc, pour répondre à ta question, c'est vrai qu'on gère 7 maisons aujourd'hui dans un seul univers et notre approche, elle est plutôt de gérer une complémentarité plutôt qu'une compétition. Et puis aussi parce que pour nous, la cannibalisation, elle va surtout être dangereuse quand on se parle d'un même type de produit qui se bat un peu sur les mêmes moments de consommation. Mais aujourd'hui, les 7 liquides présentés dans la Formule 1 sont tous très différents. Justement, ça a été une volonté. On a un champagne, un rosé, une tequila, une vodka, un cognac, un whisky et un sans-alcool. Donc, ce sont des usages qui, parfois, certes, peuvent se regrouper, mais qui ont tous une identité de marque très forte, très différente. Donc, au-delà du produit, c'est un travail de répartition, en fait, des territoires d'expression pour que chaque maison incarne une esthétique, un moment, une émotion. Et donc, par exemple, la tequila, c'est pour quel moment ou quel temps fort ? Par exemple, la tequila ou la vodka Belvedere, par exemple, ce sont des identités et des usages très différents qui s'expriment dans des contextes plus nocturnes, plus festifs, expérientiels. Par exemple, Volcan, on va aller sur du cocktailing, alors que Belvedere, on va aller certes sur du cocktailing, mais dans un environnement festif, d'after party officiel de la Formule 1, par exemple. Et je tiens à préciser que tous ces événements sont organisés, bien sûr, en dehors de la France, en fonction des pays qui autorisent ce genre d'activation. Et puis, pour revenir aussi à ce que tu dis, par exemple, le rosé Whispering Angel, ça va être des moments très associés au jour, à des moments plus lifestyle, de networking, par exemple. Vraiment, chaque marque, à travers son territoire d'expression, va trouver son moment. Et c'est comme ça qu'on va créer des expériences différentes qui feront en sorte de pouvoir parler à plein de types de consommateurs, mais aussi de représenter chaque marque dans son ADN profond. Vous mettez aussi du sens dans la manière dont vous répartissez chacune de vos maisons et elles n'ont pas vocation à être toutes présentes juste pour montrer l'exhaustivité du portefeuille. Vous vous rendez garant de la différenciation et de la singularité de chaque maison, bien que ce soit une seule et même équipe qui gère cet ensemble-là et qui n'est pas une équipe maison. C'est ça. Mais une équipe groupe. C'est ça, et pour préciser justement un peu plus mon poste, parce que tout à l'heure je l'ai pitché très rapidement, mais en fait on n'est qu'un engrenage, Vincent et moi. On est vraiment un engrenage entre donc les 7 maisons, les 20 marchés, c'est-à-dire les 20 pays dans lesquels il y a une course, les personnes de la Formule 1 qui sont en charge du partenariat, les personnes de la Formule 1 qui sont en charge du design, de la télévision, etc., la FIA aussi de temps en temps, et aussi les autres marques du groupe qui sont représentées dans le partenariat. Louis Vuitton, TAG Heuer, LVMH en tant que marque. Donc nous, on est un engrenage et on va faire en sorte que chaque maison puisse être représentée avec une identité très claire. Mais nous ne sommes que les porte-paroles, si je puis dire, ou les garants que sur place, tout va se dérouler comme il a été prévu. Et on a notre mot à dire, bien sûr, parce que maintenant, on commence un peu à connaître les filons et comment mettre en place les choses sur place, parce qu'il y a un côté très opérationnel dans ce qu'on fait, on va pas se mentir. Mais c'est eux qui décident. Nous, on est là pour guider. On va passer à une partie que j'adore dans le podcast, qui est le quiz Prisme. Donc, 6 questions pour les 6 lettres de Prisme. Comme on est sur la F1, j'attends de toi que ce soit aussi fast que sur un circuit. Compte sur moi, Solange. Est-ce que tu es prête ?
Je suis prête. Le P de pression, le moment le plus sous pression que tu aies vécu. Bon, alors déjà, l'univers de la Formule 1, c'est quand même un univers sous pression en lui-même. Donc, mais effectivement, si je pense à un moment de pression, il y en a un qui se répète plusieurs fois dans la saison. Donc c'est pour ça qu'il me marque très fortement. Si vous regardez la télévision, d'ailleurs, pendant les Grands Prix, vous pouvez imaginer le moment que je vais vous raconter. À la fin de la course, il y a ce qu'on appelle le parc fermé. Donc c'est là où les voitures vont s'arrêter juste après la course en position 1, 2, 3. C'est le moment où commence la visibilité Moët et Chandon, parce qu'on tient vraiment à ce que le moment sportif s'arrête, et une fois qu'il est arrêté, nos marques sont visibles. Quand ce moment arrive, le gagnant de la course signe une bouteille de Moët et Chandon, un Jéroboam. Il dédicace sa victoire à quelqu'un, et c'est une bouteille qu'ensuite on va lui offrir. Pour signer cette bouteille, il a besoin d'un stylo. Un stylo qui a été choisi, qui est très important d'avoir une bonne consistance pour pouvoir rester sur la bouteille. C'est un stylo avec une encre dorée, et c'est un stylo que j'apporte à chaque course, que je donne à la personne responsable du podium. Et au fur et à mesure des courses, la personne responsable des podiums, elle a plein de stylos. Donc moi, je continue à en emmener, mais parfois, je vérifie quand même qu'il a bien son stylo. Parce que sinon, il y a quand même environ 60 millions de personnes qui vont pas vivre ce moment à la télé. Et il y a un pilote qui potentiellement va avoir une bouteille en moins chez lui après. Donc il faut que je le fasse. Donc le dimanche, avant la course, je demande, est-ce que tu as bien ton stylo doré ? Et il me dit, oui, oui. 10 tours avant la fin, je me rends vers le podium comme à mon habitude et je reçois un message, je n'ai pas le stylo. Sauf que moi, le podium, il est à l'opposé du circuit. On est sur le circuit de Silverstone, je crois, ou de Hongrie. Bref, mon stylo, je l'ai pas avec moi. Je l'ai laissé là où il y a toutes mes affaires, parce que sur le podium, je peux pas emmener mon sac, etc. Donc en fait, je me rends compte que je n'ai plus que 5 tours de course. Ça va très très vite, vous le savez. Pour aller chercher un stylo, le ramener et faire en sorte que le pilote puisse signer sa bouteille. Donc là, je tape un sprint, on va pas se mentir. Je remercie mes jambes d'avoir couru plusieurs semi-marathons et je me mets en mode plus rapide que Lando Norris. Je demande à quelqu'un au téléphone de me sortir le stylo comme un relais. Je cours, je chope le stylo, je l'emmène dans le parc fermé et je traverse une foule de journalistes et de photographes qui attendent de pouvoir rentrer sur le podium, qui se demandent ce que je fous là. Je tends le stylo et je lui dis, là, celui-là, s'il te plaît, tu me l'oublies plus jamais. Et en fait, c'est la pression très opérationnelle, mais derrière, dans notre cerveau, il y a un truc qui se passe déjà, c'est ma responsabilité. Il y a 60 millions de personnes qui regardent la télé. C'est un moment qui est important pour construire l'identité de Moët & Cie dans la Formule 1. Et à ce moment-là, tu as l'impression que tout repose sur un stylo. Maintenant, quand vous regarderez ce moment, vous saurez qu'il y a quelqu'un qui a couru derrière pour que ça se passe. C'est des stylos collector, hein. C'est des stylos collector. Mais apparemment, ils se perdent beaucoup. Ensuite, le R de réflexe, le réflexe professionnel que la F1 t'a appris. Toujours avoir un stylo doré avec moi. Et être en basket. Et être en basket, très important. Un réflexe que la F1 m'a appris, c'est très relié à ce que j'ai dit au départ, mais c'est d'agir très vite. C'est d'être attentive à ce qui rend l'expérience belle et cohérente, mais tout en étant capable de prendre des décisions très rapides. En F1, il y a aussi des choses qui sont très différentes. Les plannings, ils changent en permanence. Parfois, tu dois prendre une décision en l'espace de 30 secondes parce que pendant la qualif, il y a eu un accident. Donc, en fait, tu dois décaler ta visite de telle expérience avec tes clients parce que tout a été décalé. Tu dois, en fait, faire des arbitrages immédiats en ayant vraiment confiance en ce que tu es en train de faire. Et ça développe presque un truc un peu animal, tu vois. Tu sens ce qui va marcher, tu sens ce qui est risqué, tu sais que là, il faut simplifier, il faut y aller. Ça t'apprend à être encore plus connecté à ton instinct et d'être un peu plus courageuse aussi dans un univers où il faut faire abstraction de tout ce qui peut reposer sur tes épaules, même si je sais que moi, ça représente beaucoup parce que c'est mon travail et que quand j'en parle, on peut avoir l'impression qu'une histoire de stylo doré, de nouveau, c'est pas lourd à porter. Mais en fait, quand c'est ta responsabilité, que t'es toute seule sur un Grand Prix pour assurer tout ça, les décisions, elles doivent être sharp et tu dois vraiment avoir confiance en toi.
Ce qui est super important dans ce que tu expliques avec l'histoire du stylo, pour y revenir, c'est un très bon exemple de ce qu'est le luxe et de ce qu'est l'événementiel dans le secteur du luxe ou l'expérience client. Oui, En fait, oui. on a beau faire des stratégies extraordinaires, tout tient aux équipes qui les mettent en place et à tous ces médiums qui sont les rouages de l'expérience, parce qu'à la fin, si t'as pas le stylo, tu signes pas la bouteille. Et donc, il y aura pas le Jéroboam Moët et Chandon signé du pilote qui est sur le podium. Et là, du coup, tu plantes toute l'expérience, quoi. Tu plantes la visibilité de la maison, tu casses un lien émotionnel que tu aurais pu avoir avec ce pilote-là à ce moment-là. Tout est chamboulé pour un stylo. Donc, je pense que ton exemple est hyper intéressant. Il faut pas penser que dans le secteur du luxe, quand on crée des dîners extraordinaires pour les clients VIP, quand on a des expériences sublimes en boutique, tout tient parfois à avoir les aiguilles pour retoucher, le bas du pantalon ou avoir un stylo pour signer une bouteille. Donc, je pense que c'est important, effectivement, que tu partages cet exemple-là. Tout à fait, je suis très alignée avec ce que tu dis. Tout tient à un stylo doré, finalement. Le I de imprévu, l'imprévu que tu gères le plus souvent. Franchement, si je te ressors le stylo doré, on va plus s'en sortir. L'imprévu que je gère le plus souvent, je dirais qu'il est lié à la logistique. Et c'est quelque chose que justement Pierre Alban du Clairoir a cité dans son podcast que tu as fait avec lui. Mais c'est tout ce qui touche à la logistique et à la supply, c'est vraiment hyper important dans ce genre d'événement. Et bien sûr que dans un monde idéal, tout arrive en temps et en heure, au bon format, au bon endroit. Mais en réalité, c'est des produits physiques, c'est des bouteilles. Donc sur des circuits qui sont parfois en centre-ville ou au milieu du désert, avec des conditions d'accès totalement différentes, il y a une réalité concrète qui est que il y a un camion qui peut pas entrer sur le site parce que il n'a pas la bonne accréditation. Il y a des livraisons qui arrivent pas en même temps parce que il y a tellement de choses à faire livrer qu'il faut répartir dans plusieurs camions, mais tu savais pas. Donc, il faut de nouveau redemander des accréditations. Donc, en fait, c'est vraiment une réalité de comment est-ce qu'en temps réel, tu gères cet imprévu, et ça se lie à ce que je t'ai dit avant du réflexe, c'est que comment tu réalloues, comment tu simplifies un setup, comment tu changes d'alternative pour que ça reste fluide et que personne le sache. Et dans ces cas-là, si par exemple tu dois changer un setup ou le merch, c'est toi qui prends la décision seule et tu es responsable pour la maison, ou bien tu es quand même en lien avec la maison? Je suis en lien avec la maison par WhatsApp, mais il ne faut pas oublier que ce qu'on fait, c'est le week-end. Plus le décalage horaire, éventuel. Plus le décalage horaire. C'est plus d'ailleurs un problème de décalage horaire que de week-end, parce que les personnes des maisons savent qu'il y a quelque chose à gérer, donc ils sont toujours connectés et on les remercie pour ça. Mais il y a un problème de décalage horaire. Parfois, t'as pas le temps, en fait, d'attendre la validation, donc tu prends une décision et t'espères que ça va être OK, et tu fais confiance à tes goûts personnels si c'est un problème de setup. Tu fais confiance pour essayer de limiter le service d'un ou deux de tes produits qui sont pas encore arrivés pour ensuite pouvoir gérer un problème de manque, parce que si tu dis non à un client qui a payé sa place pour être au Paddock Club, c'est toujours délicat. T'as envie de dire oui à ces personnes, t'as envie qu'ils vivent la meilleure expérience. Donc effectivement, c'est une réalité à laquelle on peut pas échapper, parce que si t'as un camion coincé à 4 km du circuit, tu dois aller le chercher par tous les moyens, quoi. Donc c'est un imprévu général qui arrive partout et qui est OK. Une fois que tu l'as vécu une fois, c'est OK. Le S de stéréotype, quel stéréotype ou a priori tu avais sur la F1 et qu'est-ce qui t'a finalement surprise en arrivant? Alors moi, j'avais très peur d'arriver dans un boys club géant, qu'il y ait que des hommes. Et c'est vrai, d'ailleurs, une question que j'ai posée à Vincent quand j'ai passé mes entretiens, c'est ma dernière question. Je lui ai dit, est-ce que je risque quelque chose en tant que femme à rentrer dans cet univers? Parce que je sais à quoi ça ressemble quand je regarde la F1. Malheureusement, je vois beaucoup de pilotes hommes, d'ingénieurs hommes. Les photographes, souvent c'est des hommes. Les caméramans, souvent c'est des hommes. C'est OK, hein. C'est les meilleurs, donc c'est OK. Juste, moi, en tant que femme, j'avais peur d'arriver dans un environnement où je pouvais pas avoir une voix suffisamment forte, parce que il y a encore des choses ancrées dans la tête d'hommes ou de femmes qui font que voilà, il y a un problème de confiance en soi, de communication. Et en fait, j'ai été hyper surprise parce qu'il y a beaucoup de femmes. Il y a beaucoup de femmes dans les teams, dans les ingénieurs, dans les espaces hospitalité, dans la gestion du partenariat, dans les journalistes aussi et dans les photographes aussi, il y en a. C'est juste que j'avais pas remarqué, j'avais pas vu, je savais pas parce que j'étais pas au cœur du réacteur. Mais maintenant, je le sais et j'ai été hyper surprise parce qu'aujourd'hui, la plupart de mes contacts dans la F1, c'est des femmes.
Et tout se passe super bien. Il y a un super équilibre entre tout le monde et c'est vraiment agréable de travailler dans cet environnement. Donc en fait, elles sont pas forcément visibles à la télé, mais elles sont dans les rouages et au cœur du système, quoi. C'est ce que tu nous expliques. Exactement. Sauf maintenant avec la F1 Academy, mais Ouais. on en reparlera plus tard. Le M de maison, une activation où tu t'es dit ah ouais, là vraiment, on incarne et on célèbre vraiment la maison. Ça va paraître cocasse, mais je citerai notamment une activation qu'a fait Whispering Angel, le rosé, dans la principauté de Monaco. Le Grand Prix à Monaco, il passe autour du port. Sur le port, il y a des yachts. Et en fait, Whispering Angel a fait en sorte d'infiltrer un peu ces yachts pour être présents sur les bateaux. Et je trouve que ça correspond tellement au rosé, le soleil, le sud, une activation qui peut paraître très petite, mais qui en fait va toucher les bonnes personnes sur un endroit précis dans le circuit, qui va être hyper bien situé. C'est vraiment une activation pour moi qui reflète l'ADN de marque, qui reflète ce que souhaite la marque, être présent dans des espaces un peu clos, lifestyle. Quand tu dis que la maison s'est un peu infiltrée sur les yachts, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'elle a placé des bouteilles dans ses yachts, parce que dans les yachts, il y a souvent des petits bars avec derrière un bartender qui s'occupe de faire des cocktails ou de servir du rosé ou du champagne. Okay. Et en fait, elle s'est vraiment infiltrée au sein de tous ces yachts qui sont souvent des yachts privatisés par des entreprises. Hein, donc c'est tout un partenariat, on va dire. Mais c'était pas waouh. Mais en fait, il y avait pas besoin que ce soit waouh, parce que c'était on point. Et enfin, le E de éclairage. Quel conseil est-ce que tu donnerais à quelqu'un qui rêve de travailler dans la F1 via le prisme du luxe ? Là, je suis pas sûre d'être la meilleure personne pour donner un conseil carrière, parce que moi, j'ai pas du tout construit mon parcours avec un objectif précis ni un objectif F1. Ça a été vraiment pour moi une histoire de rencontre et de curiosité. Mais si je devais donner un conseil, ce serait de faire des études dans le luxe d'abord, si c'est vraiment le sport dans le prisme du luxe, mais aussi des études très orientées management de partenariats sportifs. Il y a aussi des agences de gestion de partenariats sportifs qui sont super. Et il y a aussi, je tiens à préciser, plein de métiers dans la Formule 1. Des métiers de journalisme, des métiers de communication, des métiers de gestion de partenariat, des métiers bien sûr dans l'ingénierie, mais il y a vraiment un grand portefeuille de possibilités. Et enfin, soyez attentifs aux opportunités. N'ayez pas peur d'accepter une opportunité qui est dans un environnement que vous connaissez pas, même si ça peut paraître très impressionnant. Et suivez votre instinct, suivez ce qui vous fait vibrer. Merci Carla. Bon, maintenant qu'on te connaît un petit peu mieux, on va passer à une partie encore plus immersive, les activations et l'expérience F1. Donc, je reprécise encore une fois que tout ce qu'on va partager aujourd'hui et tout ce que tu vas généreusement nous raconter concerne les marchés hors France. Oui, exactement. On a la chance d'être dans les coulisses de la F1 avec toi aujourd'hui. Mais concrètement, pour le grand public, où et comment est-ce qu'on peut voir Moet Hennessy en F1 ? Eh bien, pour le grand public, le point de contact le plus visible, c'est bien sûr la télévision, puisque Moët & Chandon est la seule marque du partenariat qui passe à la télévision pour des questions très simples, que c'est le champagne de la célébration. Donc, on peut le voir en direct à partir de la fin de la course. Donc, dans le parc fermé, dans la cool-down room et sur le podium. Tu peux expliquer ce qu'est la cool-down room ? Oui, bien sûr. C'est une room où on cool down. C'est l'espace où les pilotes vont juste avant le podium pour regarder un peu les highlights de la course. Et c'est là où ils discutent, ils se refont un peu les grands moments de la course. Ok. Et c'est un espace Moët & Chandon qui vient juste avant le podium. Donc ça, c'est à la télé, mais ça se limite pas à ça. On a aussi tout ce qu'on appelle des activations off-track, donc en dehors du circuit. Quand il y a un circuit qui se passe dans une ville ou dans un pays, tout autour va résonner autour de la Formule 1. Donc nous, on a des partenariats avec des restaurants, avec des hôtels, avec des bars qui vont proposer des expériences particulières en fonction de marques qu'ils choisissent d'activer ou pas. Ça peut être des menus, dégustation, tasting, des pop-up, des cocktails signature. Est-ce que tu aurais une activation en particulier un peu waouh à nous partager? J'ai envie de parler de Las Vegas parce qu'il y avait quand même une activation off-track qui était de hacker la sphère de Las Vegas. Wow. Et ça, c'était vraiment waouh. C'était la première fois qu'une marque du groupe Moët & Chandon était présente sur la sphère. C'était Moët & Chandon.
Et c'était hyper impressionnant en images. Je n'avais pas la chance d'être à Las Vegas, mais j'ai vu les coulisses de tout ce qui s'est passé, de combien de temps on a mis à faire cette vidéo qui passait sur la sphère, etc. Donc ça, c'était vraiment waouh, parce que tu deviens le cœur du réacteur, si je peux utiliser cette métaphore qui est parfaite. Ça, c'était vraiment très impressionnant. C'est vraiment des activations qui valent le coup d'être vécues. Tu nous as parlé un peu de Monaco, de Las Vegas. Comment est-ce que vous répartissez les produits selon les marchés, sachant que tout à l'heure, tu nous as un petit peu expliqué comment vous répartissiez les territoires d'expression en fonction des marques. Mais là, par rapport aux marchés, quels marchés sont plus vodka ou tequila Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont surprise justement dans ces répartitions ? On va regarder globalement 3 choses quand on organise un Grand Prix sur un marché. On va d'abord regarder les habitudes de consommation. Bon, ça, c'est classique. Le contexte aussi culturel dans lequel nous, on va arriver par rapport à une catégorie telle ou telle. Et ce qu'on a envie de raconter comme histoire. C'est très important pour nous, le bon storytelling de marque, mais aussi par rapport au partenariat. Donc tu vois, par exemple, le cognac Hennessy, c'est très fort en Asie, notamment en Chine. Donc pendant le Grand Prix de Shanghai, on avait un bar Hennessy dans le Paddock Club. Il y avait aussi une after party organisée par Hennessy à Shanghai. Donc ça avait une légitimité très forte. La tequila Volcan de mi Tierra, c'est parfait pour le Mexique et aussi les États-Unis. Donc pareil, là, il y avait un speakeasy, donc un bar caché dans le Paddock Club autour de Volcan, sur la dégustation de 3 cocktails très précis. C'était vraiment un univers qui avait complètement recréé ce qu'est Volcan. Donc ça, c'était top. C'était des cocktails sur mesure pour l'événement F1, thématisés ? Oui, c'était des cocktails sur mesure, thématisés, avec chacun une gamme de produits différents au sein de Volcan. Et surtout, c'était organisé en partenariat avec N-Shake, qui est le bar numéro 1 mondial du Top 50, qui est un bar situé à Mexico. Donc on était vraiment dans la recherche, encore une fois, du bon storytelling, de la précision, du meilleur cocktail possible. C'était pas juste offrir une activation pour s'amuser sur le Paddock Club, c'était raconter une histoire. Et puis avec un ancrage local, puisque vous avez travaillé avec un des 50 Best qui se situe au Mexique. Voilà, exactement. Ok. Ça représentait vraiment tout ce qu'on voulait mettre en place dans la Formule 1. Et justement, tu parlais des contextes culturels. Qu'est-ce que tu observes dans la manière dont les publics vont consommer, si je puis dire, l'événement F1 ? Il y a plusieurs choses. Par exemple, au Japon, les personnes dans les gradins ou même les personnes dans le paddock club qui regardent la course, elles vont rester assises. Elles vont être dans un respect total de tout comme elles sont dans la vie. Donc, ça va être plus silencieux qu'à une course comme Miami, où il y a de la musique partout et où on tombe parfois dans le bling-bling sans le vouloir parce que c'est Miami et parce qu'on adore Miami pour ça. Mais ça, ce sont des différences de comportement qui sont intrinsèques à la culture locale. Et dans la consommation, parfois de nos produits, on a des surprises. J'étais très surprise au Grand Prix de Barcelone de voir que le rosé Whispering Angel avait bien fonctionné. Alors certes, il y a la chaleur, mais on peut s'attendre aussi à ce que, par exemple, la tequila soit quelque chose qui résonne avec l'Espagne. Mais sur place, non, ce n'était pas le cas. Et ça, ce sont des surprises en fait qu'on pouvait pas analyser avant de faire ce partenariat. Donc c'est hyper intéressant. Et donc dans ces contextes culturels assez différents, vous avez aussi vos VIC, donc vos clients les plus importants. Oui. Qu'est-ce que vous leur proposez selon les régions, selon qui ils sont, ce qu'ils aiment ? Alors ça, c'est une partie que j'aime beaucoup dans mon travail parce que j'ai l'occasion de beaucoup accompagner ces clients. Donc ça appartient à une entité à part qu'on appelle Moet Hennessy Private, qui est en fait un réseau B2B avec les plus grands clients de Moet Hennessy qui sont invités sur des circuits. Donc on va à la fois essayer d'organiser des choses en lien avec qui ils sont, mais aussi en lien avec la course à laquelle ils participent. Donc, par exemple, Silverstone, donc c'est au UK. On a eu des clients qui étaient du UK, mais aussi d'autres pays, notamment asiatiques. Et là, on a organisé des expériences à la fois sur le circuit. Donc là, ils ont accès à vraiment des expériences exceptionnelles. Ils ont le droit d'aller voir la cool down room, de faire des photos dedans. Ils ont le droit d'aller voir le podium, de faire des photos dessus. Ils ont le droit de participer à un tour de circuit, par exemple, que ce soit dans une voiture très rapide avec un pilote ou que ce soit dans un van vraiment en expérience VIP, de faire le tour du circuit. Donc ça, ce sont des expériences sur place. Mais ils ont aussi accès à des expériences off-track où ils vont aller organiser un dîner
dîner à Londres dans un superbe restaurant avec une dégustation de nos produits les plus haut de gamme. Ils vont pouvoir aller visiter de manière complètement privée un espace, que ce soit un musée ou d'autres espaces de ce type, pour vraiment leur faire vivre une expérience qui soit complète, qui soit pas que autour de nos produits, parce que nos produits, ils les connaissent et ils les aiment déjà, mais qui soit aussi toute une expérience autour qui fasse vivre les émotions et le storytelling auquel nous on est très attachés, de tout ce que représente Moët Hennessy, qui n'est pas que un portefeuille d'alcool. Ils ont la chance ou pas de rencontrer les pilotes? Oui, ils ont la chance de rencontrer des pilotes, mais ça c'est très lié à une chance. Par exemple, un client va me dire moi je suis fan de Max Verstappen. Là, je vais leur dire il faut que vous vous mettiez là. Il faut qu'on aille là. Donc on va dans le paddock, qui est un espace très fermé, le paddock, où il y a vraiment que les ingénieurs, l'espace hospitalité et les VIP. Donc on se met dans le paddock, on se met devant Red Bull et on va attendre que le pilote passe, ou alors je vais les emmener là où il y a la conférence de presse, parce que je suis sûre qu'il va arriver, Max Verstappen, il passe toujours par là. Donc une fois qu'il a fait sa conférence de presse, il leur passe devant et généralement ils ont le droit à une petite photo ou même un petit autographe sans problème. Il faut juste avoir un petit facteur chance. Oui, en fait, c'est vraiment de l'ordre de la chance. Il n'y a rien d'organisé. Je veux dire, c'est pas une rencontre orchestrée. Alors, pas avec des pilotes actuels. On a la chance de pouvoir le faire avec des anciens champions du monde, des anciens pilotes qui sont ravis de rencontrer nos clients. On a pu le faire avec Alain Prost, Jacques Villeneuve, David Coulthard, Jenson Button. Enfin, il y en a plein. Mais ça, c'est organisé en revanche. Ils viennent nous voir dans le Paddock Club. Donc, généralement, on a ce qu'on appelle une suite. C'est un peu comme une loge, on va dire. Et ils viennent nous voir dans la loge et on a un espace assis tous ensemble pour pouvoir discuter. Alors, il y a le bruit des voitures derrière, donc on discute en parlant fort. Mais c'est immersif. Et c'est hyper intime. Justement, toi, tu accompagnes ces VIP quand ils ont la chance de peut-être arriver à capter le regard ou avoir un mot avec un pilote. Tu arrives avec ton petit stylo doré pour faire signer la bouteille. Tu les vois aussi à la cool down room. Donc, tu as cette chance, ce privilège d'être au plus près des pilotes. Est-ce que tu peux nous partager un moment intime, un moment vraiment hyper émotionnel, humain que tu as vécu avec certains d'entre eux? Et oui, dur métier que j'ai. Oui, des moments exceptionnels, il y en a plein et ça fait partie des raisons pour lesquelles je suis vraiment passionnée par ce que je fais. Déjà, on a la chance de voir les pilotes juste après la course, derrière le podium. Donc, on les voit dans des moments, je dirais, où ils sont le plus vulnérables, parce qu'il faut quand même savoir qu'ils roulent à 400 km/h et qu'ils se prennent une pression sur le corps qui est énorme. Donc, ils sont généralement hyper fatigués. Et toi, t'es là, tu leur demandes de signer une bouteille et ils sont... Est-ce que je dois vraiment faire ça? Et à l'inverse, t'as, pour citer un exemple, un jeune pilote, Kimi Antonelli, qui doit avoir 19-20 ans, à qui on demande de signer la bouteille, qui est une bouteille, je précise, qui ne passe dans aucune communication, qui est vraiment gardée dans les archives Moët & Chandon. Moët & Chandon qui possède déjà des archives depuis les années 90. Donc aujourd'hui, on a à peu près une 60aine de Jéroboam gardés dans nos archives, juste pour l'histoire et l'amour du lien entre Moët & Chandon et la Formule 1. Et puis, donc, tu as un Kimi Antonelli qui est un jeune pilote qui, lui, n'a pas de souvenir de Moët & Chandon dans la Formule 1, qui nous dit, mais est-ce que j'ai vraiment le droit de signer la bouteille? Et c'est magique parce que tu vois un peu la force de notre storytelling et de nos marques dans la Formule 1. Ça représente plus qu'une bouteille. C'est vraiment ce que j'essaye de dire. C'est un sentiment, c'est une émotion, un partage exceptionnel. Et j'ai un autre moment qui me vient en tête, si tu me le permets. Bien sûr. C'est au circuit de Silverstone, il y a le pilote Nico Hülkenberg qui, après 18 ans, je crois, de course de Formule 1, n'avait jamais été sur un podium, n'avait jamais marché sur une marche de podium. Et à Silverstone, cette année, il a fini 3e. C'était son premier podium. Ça a complètement effacé la victoire de Lando Norris, qui gagnait à la maison en plus, parce que comme c'était tellement inespéré et improbable, tout le monde était hyper content. Et là, je me dis, je peux pas le laisser juste comme ça. Est-ce que chez Sauber, l'écurie dans laquelle il est-ce qu'ils vont pouvoir célébrer, etc. J'ai décidé de prendre un Jéroboam de Moët & Chandon et de l'apporter à l'écurie, parce qu'il y a plein en plus de contenus qui sont passés sur les réseaux sociaux en disant qu'ils n'avaient pas de champagne, mais je tiens à préciser qu'ils avaient bien du Moët & Chandon. Et donc là, je cours dans le paddock avec un Jéroboam, ça pèse lourd. Je cours pas parce que faut faire attention à la sécurité. J'arrive devant l'écurie et il y avait des interviews de partout.
Et là, le team principal, donc le responsable de Sauber, s'arrête de parler. Les caméras se retournent. Tout le monde me regarde. Et je leur dis, bah voilà, c'est un cadeau de la part de Moët et Chandon. Félicitations pour votre premier podium. C'est exceptionnel. On est trop contents pour vous. Et donc, ils ont tout arrêté. Il a pris le Jéroboam. Il est rentré dans le garage. Et là, j'ai entendu un cri de joie, mais un truc exceptionnel. J'étais tellement touchée par l'émotion que ça avait procuré que j'ai moi-même versé mes larmes. Je pouvais pas faire autrement. C'était un moment magique. C'était exceptionnel. Donc il y a plein de moments comme ça et c'est vraiment, je ressens beaucoup de gratitude en parlant à chaque fois parce que c'est exceptionnel. Ouais, ça doit être magique de participer à des moments aussi importants dans leur carrière, aussi importants pour le monde du sport en fait. Et ce qui est hyper intéressant aussi dans ton témoignage, c'est que on voit là l'aspect proactif et instinctif dont tu parlais tout à l'heure, où tu te dis non mais ce moment est trop incroyable, il est trop exceptionnel et extraordinaire, voilà, au premier sens du terme, pour le laisser comme ça. Donc je prends l'initiative d'aller offrir cette bouteille de Moët et Chandon. Et puis premier arrivé, premier servi aussi. Donc c'est un avantage compétitif vis-à-vis d'autres maisons, en fait, d'avoir réagi tout de suite et de se dire, bah nous, on est la maison de la célébration, on doit être les premiers à célébrer ça avec lui, quoi. Parce que c'est dingue. Bah voilà, c'est historique. C'est historique. Et en parlant d'histoire, tu m'avais confié un moment hyper émouvant avec les nièces d'Ayrton Senna. Est-ce que tu veux bien nous en parler un petit peu ? Ah oui, c'est vrai. C'était sur le Grand Prix du Brésil de cette année. J'ai eu la chance de rencontrer la famille Senna, qui aujourd'hui fait perdurer sa mémoire et travaille pour des associations qui permettent l'éducation aux enfants. Nous, on avait préparé une surprise pour eux. Dans la cool down room de Moët et Chandon, il y avait une photo d'Ayrton Senna avec marqué O Eterno Ayrton Senna do Brasil, qui veut dire l'éternel Ayrton Senna du Brésil. Et c'était une photo avec un Jéroboam de Moët et un trophée de la course de 91 qu'il a gagné au Brésil. Et c'était une course exceptionnelle pour ceux qui veulent un peu regarder sur la série Senna dans Netflix, vous pouvez tout voir. Et donc il y avait cette photo et j'ai rencontré les deux nièces d'Ayrton Senna. Je les ai emmenées dans cette cool down room et je leur ai montré un peu cette surprise. Et il y a eu un moment très fort d'émotion où elles ont eu les larmes aux yeux et elles m'ont dit merci, qu'il aurait été trop fier d'être là et qu'il aimait vraiment célébrer avec Moët et Chandon et que pour elles aussi, c'est un souvenir que ça a fait remonter. Donc c'était un moment intime et extraordinaire et je pense que ça montre aussi à quel point on crée des liens aussi avec ce qu'on fait. Ce n'est pas que pour créer du contenu sur les réseaux et pour montrer une célébration d'un pilote, c'est vraiment pour créer des émotions, faire vibrer les gens et perdurer une histoire qui dure depuis longtemps dans la F1. Waouh. Ouais, et c'est des moments vraiment uniques qui te font oublier les fois où tu cours après un pilote, après un stylo, après un camion qui est coincé à l'entrée. Voilà. Mais même magique. Tout ça, c'est unique. Même tout ça, c'est unique parce que c'est une expérience que je vivrai qu'une fois dans ma vie et je prends chaque moment. Tu vas nous expliquer un peu, non pas une journée type, parce que j'aime pas cette expression et qu'il n'y en a pas vraiment, mais si on devait se mettre, si on doit se mettre dans tes baskets sur une journée de Grand Prix, qu'est-ce que ça donne ? On arrive le jeudi sur les circuits. Le jeudi, c'est un peu le dernier jour où tu peux tout préparer. Donc là, tu vas faire plein de meetings, tu vas aller voir les activations que tu as sur place, tu vas faire en sorte de vérifier que la cool down room, le podium, tout ça, c'est bien placé, que tu as reçu les bouteilles, etc. Et tu fais un tour dans le paddock pour aller voir tes copains de la F1 et tu dis bonjour à tout le monde et tu fais beaucoup de RP. C'est aussi très important dans notre métier. Quand tu dis que tu fais beaucoup de RP le jeudi, qu'est-ce que tu fais par exemple ? Eh bien, des RP dans le sens où tu vas essayer de garder le lien avec les personnes que tu connais qui sont dans les écuries, mais aussi des journalistes, des photographes, des VIP aussi. Il y a beaucoup de VIP qui reviennent. En fait, ça, on sait pas, mais il y a des VIP fans de F1, il y a des célébrités fans de F1 qui reviennent, qui viennent et qui reviennent. Donc, t'essayes un peu de garder du lien avec ces personnes-là et de faire en sorte de savoir aussi comment ça se passe dans les écuries, quels sont les moods des pilotes pour le week-end, pour tâter un peu l'émotion, l'ambiance, parce que c'est très humain aussi comme monde. Ce n'est que un amas de plein de personnes dans une fourmilière qui travaillent sur le même sujet dans tous les pays, dans toutes les courses. Donc, il vaut mieux s'entendre avec les gens parce que tu vas les recroiser. Donc, on sait jamais ce qui peut se passer, on sait jamais quelle opportunité on peut avoir, on sait jamais qui sont ces personnes. Donc, c'est important de garder le lien. Ça, c'est le jeudi.
Ok. Ça, c'est le jeudi. Et le jeudi soir, c'est le soir où on peut aller courir sur le circuit. Donc ça, c'est assez exceptionnel parce que Comment tu fais ça? Tu fais ton petit running sur le circuit? Et oui, je vous Waouh! invite à ne pas me suivre sur Strava parce que ça va vous poser des problèmes. Mais, mais on peut aller courir sur le circuit le jeudi. Il y a que les personnes qui travaillent dans la Formule 1 qui ont le droit. Mais ça, c'est assez exceptionnel parce que tu as les pilotes qui courent aussi, tu as des pilotes qui font du vélo. Donc, c'est toujours Ah. marrant de surtout croiser les Français parce que là, tu peux lancer une petite punchline, un truc un peu sympa à Esteban Ocon ou Pierre Gasly quand ils passent. Et puis, c'est toujours marrant parce qu'ils sauront pas de qui ça vient. Donc, c'est marrant. On s'amuse, quoi. On s'amuse bien. Le vendredi, c'est le jour où tout commence parce que les invités commencent à arriver. Et puis, il y a le public qui est là. Donc, en fait, là, tu accueilles les VIP. Pareil, tu jettes toujours un œil sur comment on parle de ton produit. Tu vas voir les bars, comment ça se passe, etc. Tu fais des meetings avec la F1, avec les personnes des broadcasts, les personnes des partenariats. Tu t'arranges beaucoup aussi avec les équipes Tag Heuer, Louis Vuitton, LVMH pour faire en sorte que dans les activités organisées, tu puisses avoir le bon nombre de personnes, etc. C'est vraiment une orchestration globale. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu t'arranges avec les équipes Tag et Vuitton pour qu'il y ait le bon nombre de personnes. Ça veut dire que vous vous arrangez pour avoir quand même des petits groupes de VIC? C'est un peu ça, en fait, chacun a ses invités, donc ça, on peut pas les mélanger parce que chacun des invités doit vivre une expérience qui correspond à ceux par qui ils ont été invités. Donc si tu veux vivre l'horlogerie avec Tag Heuer, tu vas pas vivre Vuitton. Voilà. Mais on est quand même tous dans le même espace. Donc, on peut pas faire comme si on n'existait pas. Donc, on va essayer de créer, oui, des petits groupes, parce que une expérience en F1, c'est toujours mieux quand t'es 4 ou 5 que quand t'es 18, hein, ça c'est pas possible, parce que c'est des espaces très intimes et c'est très petit. Donc, tu vas faire en sorte de te répartir les activités pour que ce soit pas en même temps et pour que du coup, chaque personne puisse avoir l'expérience la plus parfaite possible. Donc, heureusement qu'on s'entend bien aussi avec ces personnes et on a de la chance d'être vraiment un petit groupe qui voyage souvent ensemble et on s'entend super bien alors que, encore une fois, sans jeu de mots, on pourrait se mettre des bâtons dans les roues. Donc le vendredi, c'est un peu le jour où tu te mets en jambes. Voilà, c'est les jours des essais de Formule 1. Donc c'est le jour où tu te mets en jambes. Ok. Le samedi, c'est le jour des qualifs. Et là, ça s'accélère un peu. Généralement, c'est quand même moins difficile que le vendredi, bizarrement, le samedi. Parce que sûrement, le vendredi, c'est le premier jour, donc ça va très vite. Le samedi, bon, ça y est, tu sais où sont les espaces, tu connais les endroits, etc. Donc, t'avances. On va dire que le samedi, c'est comme le vendredi, mais en version un peu plus OK, parce que t'as plus confiance en toi par rapport à la journée d'avant. Et ensuite vient le jour de la course. Alors là, le jour de la course, c'est le jour où t'emmènes le stylo doré. C'est le jour où il faut que tout soit millimétré comme sur du papier à musique. Là, t'as pas le choix. Donc, en fonction de l'heure à laquelle est la course, tu sais qu'il y a des choses que tu dois terminer avant. Tu dois faire en sorte que tes invités aient pu avoir toutes les expériences possibles. Donc, s'il manque des choses, tu leur fais vivre le dimanche matin. Par exemple, comme je te disais tout à l'heure, visiter le paddock, faire un tour dans le podium, faire un tour sur la cool-down room. Et là vient la course. On regarde le début de la course. Souvent, si on a des clients à accompagner, on les emmène sur la grid. On appelle ça donc la grille de départ. Donc, c'est là vraiment où les voitures sont placées juste avant de partir. Donc là, de nouveau, tu vois les pilotes de super près, tu les vois se préparer. Tu vois Isaac Hadjar qui écoute son rap. Tu vois Lewis Hamilton qui envoie ses derniers messages avec son téléphone. Tu vois Charles Leclerc qui prépare sa combi tout bien pour pouvoir se mettre dans la voiture sans aucun problème. Et là, tu es au plus proche. Il y a l'hymne national ensuite du pays dans lequel tu es. Et là, tu remontes très très vite au Paddock Club et tu regardes le début de la course, le départ avec tes clients. Et 10 tours avant la course, moi, je dois partir derrière le podium. Donc, c'est vraiment un moment où je dois avoir avec moi le stylo doré, des assets comme ça qui sont importants pour le podium. Je peux pas tout citer, mais donc je vais derrière le podium, j'attends que les pilotes arrivent. Donc, généralement, le podium, c'est très frustrant parce que je le vois pas. Alors que je sais qu'il y a une visibilité très importante qui se joue. Moi, je suis juste derrière le podium, donc j'entends tout. Je vis les choses de derrière. S'il y a une petite télé qui traîne quelque part, je peux regarder, mais sinon, c'est très frustrant parce que je peux pas voir ce qui se passe alors que j'ai tout préparé pendant le week-end. Là, les pilotes sortent du podium et c'est le moment où ils signent une bouteille supplémentaire, qui est une bouteille qui est pour les archives, comme je vous en ai parlé. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on garde secret, précieusement, dans nos archives. Et c'est le moment un peu magique parce que tu es très proche d'eux. Et vient ensuite le moment où on doit tout remballer. Donc, on remballe aussi, par exemple, la bouteille qui a été signée dans le parc fermé. On a un petit mot pour le pilote qui a gagné. On l'emballe très joliment dans du papier de soie et on va voir directement les équipes de l'écurie en question qui a gagné pour leur remettre
ces bouteilles précieusement, parce qu'il faut savoir que les pilotes, les Jéroboam, c'est une histoire qui dure depuis très longtemps. Ayrton Senna lui-même a gardé une trentaine de Jéroboam. En fait, les pilotes gardent tous les Jéroboam qui sont sur le podium et qu'on leur offre. Ils les gardent précieusement comme un autre trophée. Donc voilà, une journée de course et généralement on part très tard le dimanche puisque y a beaucoup de monde sur les circuits, donc on met 2 heures à rentrer dans nos hôtels respectifs et on met 2 heures aussi le matin d'ailleurs. Ouais. On passe beaucoup de temps dans les transports et voilà. Et donc tout ça se déroule le week-end, donc c'est un peu particulier parce qu'on est un peu en décalage avec la vie normale, on va dire. On n'est pas avec nos potes pour leurs anniversaires, on n'est pas avec notre famille pour le poulet du dimanche, mais finalement je crois pas que là tout de suite j'échangerais ma vie pour ça, donc ça me va très bien. Oui, je comprends que face à la Cool Down Room avec Charles Leclerc, tu te dises que le poulet du dimanche, ce sera pour l'an prochain, quoi. Voilà. Maintenant, je vais te proposer de répondre à la question d'un jeune talent. Dans chacun de mes épisodes, c'est important pour moi de créer du lien entre générations. Donc, j'ouvre toujours la porte, en tout cas le micro, à soit un étudiant, soit un jeune talent qui est dans ses premières années de carrière pour qu'il puisse poser sa question à mon invité du jour. Génial. Bonjour Carla, c'est Evan, étudiant en dernière année de master de marketing et en alternance chez Eminente, une belle marque de rhum cubain que nous avons d'ailleurs en commun. Ma question porte sur le regain d'intérêt mondial pour la F1 depuis maintenant 4-5 années. Comment, chez Moët & Chandon, partenaire historique depuis 1936, vous avez perçu ce boom et ensuite comment vous avez adapté votre stratégie vis-à-vis de celui-ci? Merci beaucoup pour ta réponse. Merci Evan, effectivement on a une marque en commun et merci beaucoup pour ta question, je suis très contente que ce soit toi qui la poses. Donc pour te répondre, en fait en 1936 c'était vraiment le premier moment entre Moët & Chandon et le sport automobile, qui est différent du premier moment entre Moët & Chandon et la F1. Mais c'est certes une histoire qui dure depuis très longtemps, Moët & Chandon. Ce que vraiment ils ont souhaité faire avec le nouveau partenariat qui a été signé à partir de cette année, c'est justement de rappeler que Moët & Chandon est présent dans l'histoire de la Formule 1 depuis très longtemps. Ce n'est pas un nouveau partenariat. Alors oui, c'est un nouveau partenariat avec Moët & Hennessy, mais Moët & Chandon a déjà une histoire. Et c'est un socle extraordinaire quand on veut revenir dans un espace de célébration que d'avoir déjà tant d'histoires à raconter, tant d'histoires auxquelles se rattacher. Et c'est l'occasion aussi de parler à une génération de fans de Formule 1 qu'on appelle la génération Netflix, qui a découvert la Formule 1 via la série Netflix. C'est très important de leur faire comprendre qu'on n'est pas nouveau. Non. Nous, on est là depuis un certain temps. On a une forte légitimité. On va vous montrer ce que c'est Moët & Chandon dans la F1 et vous allez comprendre. Et peut-être que ces jeunes-là vont se rendre compte effectivement de tout l'historique qu'il y a derrière, et c'est notre rôle en fait, c'est notre rôle de leur montrer et de leur en parler pour faire en sorte qu'ils comprennent l'importance de ce partenariat. Donc effectivement, la F1 attire un public qui est de plus en plus jeune, notamment grâce à Netflix, comme tu le disais. Comment est-ce que vous faites pour, à la fois transmettre cet héritage parce que vous avez envie de raconter l'histoire de la maison à cette plus jeune génération qui ne la connaît pas dans son lien avec le sport automobile et plus précisément surtout avec la F1. Comment vous faites pour créer du lien avec cette jeune génération, pour concilier la célébration avec le champagne, avec des messages de responsabilité qu'impose un sport comme la F1, qu'impose un groupe comme LVMH. Justement, c'est très important, je trouve qu'on en parle aujourd'hui, parce que on voudrait surtout pas cacher le fait que oui, il y a une jeune génération qui s'intéresse à la Formule 1. Je tiens à préciser que cette jeune génération, ce ne sont pas des enfants, ce sont des jeunes, mais jamais une marque du groupe Moët & Hennessy ne va targeter un public qui n'a pas l'âge légal de consommer. Je me permets vraiment de faire cette distinction entre un public jeune et un public enfant. C'est pas la même chose. Et pour revenir à ce que tu dis, effectivement, c'est très particulier aujourd'hui dans la F1 avec ce nouveau public parce qu'il est international, il est hyper connecté, il consomme pas de la même manière, ni de l'alcool, ni une expérience sociale, culturelle, digitale. C'est pas la même manière de consommer aujourd'hui notre monde avec cette jeune génération qu'avant. Donc nous, oui, forcément, ça va avoir un impact sur nos choix. D'abord dans les activations, parce que on crée pas seulement des espaces premium, on crée des moments qui sont vivants. Donc là, c'est comment tu vas adapter tout ce que tu fais à cette jeune génération. Les cocktails, tu vois, l'histoire dont je parlais avec Volcan, comment tu vas aller chercher vraiment un vrai storytelling derrière qui puisse parler au-delà
du produit, quelque chose de très sensoriel, plus pop, moins protocolaire aussi. Et ensuite, dans l'image, ça va jouer beaucoup parce que c'est un public qui répond pas au code du luxe figé ou intimidant qu'on pouvait avoir peut-être il y a quelques années. C'est un public plus inclusif qui s'inscrit dans un autre univers culturel. Donc, on va s'attarder sur l'esthétique de ce qu'on fait dans des choses plus contemporaines, plus colorées, plus lifestyle aussi et plus vraies en parlant de behind the scene, de montrer des choses comme ça. Je dirais que ça nous influence aussi dans la narration. On va pas aller chercher un discours institutionnel, mais on va quand même faire en sorte de partager le message très important pour nous, qui est le Don't Drink and Drive. Et pour nous, c'est hyper important de le marteler. Toutes nos communications portent le message Don't Drink and Drive. On ne fera jamais en sorte de promouvoir les deux, vraiment. Et c'est pour ça, comme je le disais, que Moët et Chandon est visible à la télé une fois que la course est terminée. Ok. Je te remercie de nous avoir partagé ce point et puis vos engagements. Et justement, en parlant de RSE, enfin de responsabilité même en général, il y a aussi la responsabilité sociale. On a commencé à en parler un petit peu au début de cette interview, au début de cette conversation. La place des femmes dans la F1, c'est un grand sujet. C'est un sujet un peu plus récent. On a vu récemment Doriane Pin qui a été sacrée en F1 Academy le mois dernier avec Mercedes. Comment est-ce que vous vous positionnez vis-à-vis de cette féminisation de la F1 Parce que c'est aussi une féminisation très jeune, donc ça paraît complexe avec Moët & Cie. Enfin, comment est-ce que vous vous êtes positionné aujourd'hui ? Alors en fait, au-delà de la F1 Academy sur laquelle je vais revenir et toutes mes félicitations à Doriane Pin, aujourd'hui, dans les chiffres qu'on voit, ça montre que la F1, aujourd'hui, 40% des fans de F1 sont des femmes. On voit même que la majorité des nouveaux fans sont des femmes, surtout chez les jeunes, comme tu le disais. Donc c'est hyper intéressant. Et c'est plus occidental ou c'est plutôt dans les pays asiatiques Oui, c'est quand même plus occidental. Mais parce qu'on a une culture, notamment en Europe, du sport automobile qui est plus développée. Et puis, c'est un peu normal. Il y a beaucoup plus de pilotes anglais, néerlandais, européens en général. Donc, il y a moins... C'est patriotique, il y a moins de personnes à soutenir. C'est terrible, mais c'est comme ça. Donc, oui, il y a un côté plus occidental, effectivement. Sur la F1 Academy en tant que telle, pour nous, c'est pas possible de sponsoriser quoi que ce soit avec Moët & Cie, puisque au-delà d'être une F1 Academy pour les femmes et pour les jeunes femmes, c'est une catégorie de la F1 qui aide les femmes principalement mineures à se développer dans ce sport. Donc nous, de nouveau, on va pas aller vers ce public-là, on va rien faire qui soit dirigé vers ce public. Et ça n'a rien à voir avec le fait que ce soit des femmes. La F1 n'est pas un sport masculin, c'est un sport mixte. Simplement, les opportunités n'ont pas été créées dans le passé et on n'a pas élevé les petites filles pour faire de la voiture en général. Donc aujourd'hui, les choses changent et on en est tous ravis. Mais on peut pas les accompagner avec Moët & Cie. Ouais. Et tu participes aussi à changer les choses avec ton témoignage, donc c'est trop chouette. Merci beaucoup. Merci. Comme on parle de ce futur, on va continuer sur l'élan du futur pour que tu nous partages un peu tes prédictions. Ce qui serait... Madame Irma. Voilà, Madame Irma. Ce qui serait pour toi les grandes tendances qui vont façonner le futur de la F1, que ce soit en matière de branding, d'expérience. Qu'est-ce que toi tu pressens ? Ou quelles sont les études que tu as pu lire, si tu as quelques chiffres à nous partager aussi? Oui, c'est plus ça, parce que bon, je suis quand même dans la Formule 1 que depuis le mois de mars, donc oui, j'ai quelques idées, mais j'ai lu beaucoup de choses très intéressantes sur ce qui se passe. Et je pense qu'il y a 3 volets très intéressants, je trouve, sur les tendances futures. C'est bon, j'en ai parlé, mais bon, la F1, c'est une vraie plateforme culturelle. Donc, on le voit déjà. Les grands prix aujourd'hui sont des moments où il n'y a pas que des voitures qui vont vite. Il y a de la musique, il y a de la mode, il y a de la gastronomie, il y a le monde de la nuit, il y a les réseaux sociaux. Il y a plein de choses dans lesquelles les marques aujourd'hui, elles peuvent s'exprimer via leur ADN. Sur une voiture ou dans la F1, par exemple, il y a Disney qui a annoncé récemment son partenariat. Il y a Lego, il y a Apple. Donc, ça va au-delà, en fait, du sport automobile. Ce qui va nous arriver dans la F1 dans quelques années, c'est que ça devient encore plus une plateforme culturelle. J'imagine, je sais pas, là je me mets à rêver, qu'il y ait une marque de mode demain qui fasse son défilé en plein milieu du paddock pour révéler sa nouvelle collection, qui est un peu sportswear, un peu racing team. Si je donne des idées là tout de suite à des marques, je serais ravie d'y participer. Donc ça, c'est la première chose, vraiment une plateforme culturelle encore plus
explosive que ce qu'on voit aujourd'hui. Hmm. La deuxième tendance, pour moi, c'est très lié à Moët & Cie. C'est une nécessité d'avoir une hospitalité expérientielle très importante, que ce soit sur place ou off-track, comme j'en parlais. On va sortir du côté lounge premium de stade de foot. Ça, c'est le passé. On va plus aller vers des espaces beaucoup plus immersifs, scénographiés, avec un storytelling fort, des collabs, je sais pas, tu vois, mais quelque chose qui raconte encore plus une histoire, qui puisse à la fois être vécue sur place, mais aussi online, où ce n'est pas juste une question de venir sur un Grand Prix voir la course, où ce n'est pas juste une question de voir le résultat online, c'est vraiment tout un projet immersif et expérientiel qui, à mon avis, va de plus en plus se développer. Et enfin, la troisième, ça c'est très lié de nouveau à ce qu'on disait sur la nouvelle génération, c'est le côté personnalisable, la personnalisation de ce que tu vis. Il faut que tu t'adaptes à un nouveau public qui va chercher à interagir, qui va chercher de l'engagement par rapport à ce que tu fais. Donc, comment tu vas chercher à toucher ce nouveau public avec aussi en fonction des marchés locaux, mais aussi tes invités VIP à toi qui sont sur place. Comment tu personnalises un maximum l'expérience, tu vois. Pour un client sur place, ça peut être très bête, mais son pass qui va lui permettre de rentrer sur la grid avec sa photo dessus, son nom dessus, il va vouloir le garder toute sa vie. Donc ça, c'est des choses qui sont du collectable matériel, mais aussi online aujourd'hui sur plein de Grands Prix. Alors ça n'a rien à voir avec LVMH ou Moët & Cie, mais la Formule 1 elle-même organise des sortes comme des kiss cam où en fait, t'as du public qui peut se filmer en train de passer un message, pendant que t'as un autre public qui peut commenter ce qui est en train de se passer en live. Donc c'est très 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 immersif, très engageant. Et c'est comment nous, dans les restrictions qu'on a en tant que Moët & Cie, parce qu'on est un groupe d'alcooliers, comment nous, on peut s'insérer là-dedans. Ok. Bah, merci beaucoup. Ça nous donne un peu plus de perspective sur ce qui arrivera prochainement. On arrive à la fin de notre conversation. Oh non. Comme d'habitude, je le fais toujours avec mes invités. J'aime bien terminer sur une note inspirante. Est-ce que tu aurais une recommandation, que ce soit un film, un livre, un podcast ou autre, pour quelqu'un qui souhaite approfondir sa connaissance, sa passion pour l'univers de la F1, pour tous ceux qui ont déjà binge-watché la série Netflix sur la Formule 1, qui ont envie d'avoir autre chose ou d'avoir plus, qu'est-ce que tu nous conseilles ? Alors évidemment, il y a pour moi des incontournables, j'en ai parlé tout à l'heure, mais la série sur Senna, sur Netflix, elle est superbe. Et d'ailleurs, Gabriel Leone, qui a le rôle principal, était au Grand Prix du Brésil et on a beaucoup parlé d'Ayrton Senna. Et donc, il était allé au musée Ayrton Senna notamment et il avait vu tous ces Jéroboam de Moët & Chandon conservés. Et on le voit célébrer dans la série. Donc, forcément, pour moi, ça a une saveur particulière. Ce qui est intéressant de regarder en parallèle de cette série, c'est la série documentaire sur Alain Prost, puisque en fait Ayrton Senna et Alain Prost étaient un peu les Max Verstappen, Lando Norris d'aujourd'hui, et c'est super intéressant d'avoir les deux points de vue en même temps. Et enfin, je vous recommande sur YouTube ou en podcast Lucas parle F1. Lucas, c'est un journaliste, youtubeur, fan de F1 qui fait des superbes previews avant chaque course, des briefs après chaque course et qui fait aussi des interviews très intéressantes. Et je vous recommande notamment son interview avec Jean-Michel Tiby, qui est un caméraman français de Formule 1 depuis 25 ans. Je crois. Donc, il a énormément d'anecdotes et c'est tellement un grand cœur que je vous invite vraiment à regarder cette interview. Voilà, c'est mes recommandations à la fois pour comprendre l'histoire, mais aussi pour être au fait de ce qui se passe aujourd'hui. C'est parfait, merci beaucoup. Et c'est chouette effectivement que tu nous aies fait des recos à la fois historiques et hyper actuels, comme ça il y en aura un peu pour tout le monde. Donc n'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous avez regardé, ce qui vous a le plus plu, si vous avez aussi d'autres recos à nous partager. Peut-être que Carla, comme ça, pourra se nourrir encore et encore sur la F1. Volontiers. Je te remercie vraiment infiniment de nous avoir partagé un peu l'envers du décor de la F1 parce que ça fait rêver. Alors, en plus, LVMH avec la F1, en tout cas, Moët & Cie avec la F1, c'est encore plus exceptionnel. Donc, merci de nous avoir partagé un petit bout de ce que tu vis au quotidien, de nous avoir aussi expliqué un peu les challenges de ton métier, ce que toi, tu en avais appris. Je suis sûre que ça va être hyper inspirant pour tout le monde parce que depuis que ce partenariat a été annoncé au printemps dernier, tout le monde est en folie sur le
le sujet MHF1. Merci aussi pour les messages de responsabilité que tu nous as transmis. Merci à toi, Solange. Je suis ravie d'avoir pu ouvrir les portes d'un milieu très fermé le temps de cette interview. Encore une fois, je sais la chance que j'ai et si je peux en partager un petit peu, c'est un bonheur. Merci beaucoup pour ta bienveillance tout au long de la préparation de ce podcast. C'est vraiment un plaisir de travailler avec toi. Je recommande à tous de contacter Solange si vous avez des choses à raconter via le prisme du luxe. C'est vraiment une superbe personne. Merci beaucoup. Merci Solange. Merci pour ton écoute. Si tu as apprécié cet épisode, pense à le partager ou à lui donner 5 étoiles. Et si tu souhaites exprimer ton ressenti, tes réflexions ou tes envies pour les prochains épisodes, n'hésite pas à m'écrire. À très vite dans le prisme du luxe.